J'ai mis mon chrono, 5 minutes. D'abord, j'aimerais que nous ayons une pensée. Plus rien ne va. Bernard Arnault a reculé de la 5e place des plus riches mondiaux à la 6e, mes camarades. Comme quoi, tout fout le camp. Je vous apporte le salut fraternel de la Confédération. Seule confédération libre et indépendante, mes camarades. Le pain, la paix, la liberté. 1936, cette revendication. Et sur la liberté et l'indépendance, notre liberté et notre indépendance, nous n'appelons jamais à voter pour l'un ou contre l'autre. Secrétaire général de la Confédération ou de l'Union départementale, ce n'est pas directeur de conscience. Bien évidemment, on écrit nos revendications sociales, et que nous envoyons à chaque candidat à l'élection présidentielle. Mais quand l'élection arrive, on n'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre. On vous appelle à aller voter. On vous dit que la démocratie, elle meurt aussi de l'abstention. Mais on ne vous appelle pas à voter pour l'un comme pour l'autre. Les deux qui sont ici en intersyndicale, ils ont eu l'occasion de l'expliquer à tous nos camarades de l'intersyndicale. De dire que le président de la République élu, ils avaient appelé à voter pour lui. Et pas que pour le dernier mandat, y compris pour celui d'avant. Et que pour le coup, la CGT et la CFDT, Philippe Martinez et Laurent Berger, après l'élection présidentielle et législative, avaient reçu un message téléphonique du président de la République leur disant « J'ai écouté ce message, je sais ce que je vous dois. » Eh bien écoutez, la loi sur le pouvoir d'achat où on ne parle pas d'augmentation de salaire, la réforme de l'assurance chômage avec la contracyclicité, et après, la réforme des retraites, mes camarades. Il leur devait, il leur a donné, nous l'avons combattu, nous ne tournons pas la page sur cette réforme, mes camarades. Et quand je dis que nous ne tournons pas la page, nous sommes la seule confédération à attaquer tous les décrets devant le Conseil d'État. Projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Au 31 décembre, dans le budget de la Sécu, il doit y avoir les effets financiers pris par le véhicule législatif qu'a voulu Elisabeth Borne. Et les effets financiers, c'est pas 500 balles, c'est 6 milliards, mes camarades. C'est pour ça qu'ils recherchent du fric partout. Sinon, et ce serait la première fois depuis 1970, un projet de loi de finances rectificative de la Sécu serait retoqué par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que nous avons monté ce dossier. Alors nos avocats nous disent, ça va pas être simple. Patricia récupère les derniers cheveux blancs, elle va à la teinture tous les week-ends. Non mais vous croyez quand même pas tous les deux que je vous ai en face de moi, et ça m'arrive pas souvent. D'habitude vous êtes là, les muets du sérail, que je vais me gêner quand même. Et depuis tout à l'heure vous critiquez le secrétaire général de l'Union départementale, mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la tribune. Non, je le dis en plaisantant.
monter ce dossier juridique compliqué, les autres confédérations n'y ont pas été, contrairement à leur déclaration de fin juin, où elles disaient qu'elles esteraient en justice avec nous pour ne pas tourner la page de la réforme des retraites, mes camarades. La seule organisation syndicale qui l'a saisie, le Conseil d'État, c'est nous-mêmes. Et cette réforme, aujourd'hui, elle n'est pas applicable et elle n'est pas appliquée. Il manque 11% des décrets. Et donc, il ne peut pas y avoir une doctrine complète, juridique, pour la mise en place de cette réforme. Alors, les premiers décrets sont tombés. Fin des régimes spéciaux. Recul de l'âge de départ, allongement de la durée de cotisation. Donc, si vous avez eu une vie pensée par l'exécutif, vous avez commencé à bosser à 18 ans, vous avez été jusqu'à 62, 63 ou 64 ans, sans interruption, sans maladie, sans congé maternité, sans congé paternité, c'est-à-dire, vous savez, la norme du genre, quoi. Eh bien là, on saurait vous dire, vous avez droit à tant de pensions de retraite. Eh bien non. La majorité du genre, c'est les accidents de la vie. C'est ce qui fait notre vie et notre richesse. La maternité, par exemple. Avoir des enfants. Non, je ne parle pas d'un accident de la vie sur la maternité. Je suis père 5 fois, grand-père autant, et divorcé 4. L'accident de la vie, c'est le divorce, c'est pas... Eh bien, mesdames, sur cette réforme des retraites... Carole, arrête. On m'avait dit que tu plaisantais beaucoup, mais apparemment, moi, je fais plus que toi. Vous, mesdames, sur cette réforme des retraites, c'est vous qui prenez le plus cher. Mais de bout en bout. Y compris avec le temps partiel subi. 40% de ceux qui liquident leur retraite à 67 ans. Vous savez, le max pour avoir une retraite à taux plein sont des femmes. 40% sont issus de l'immigration. Les papiers qu'on ne leur fait pas au départ. Les fausses déclarations. Et 20% c'est les accidents de la vie. La longue maladie. Plus de 2 ans à l'assurance chômage. Mais 40% de ceux qui liquident leur retraite à 67 ans sont des femmes, mes camarades. Ce que vous avez dit tout à l'heure dans les interventions, ce que nous disons depuis des dizaines d'années à Force ouvrière, à travail égal, salaire égal. Au départ, il y a déjà une différence. Quand vous rentrez dans le monde du travail, et si jamais, par accident, vous avez les enfants, eh bien là, l'écart, il explose. Pour finir en fin de carrière et à la retraite, avec un écart de pension de 27,5%. Pendant des années, certaines organisations se battaient pour les pensions de réversion. Eh bien non, nous devons nous battre pour l'égalité, mes camarades. À travail égal, salaire égal et sur les pensions égales pour tous. Alors nous n'avons pas gagné, mais nous n'avons pas perdu non plus. Nous avons tous gagné en visibilité, lisibilité des organisations syndicales.
ceux qui nous expliquent la loi sur la représentativité, ou sur « mais qu'est-ce que font les organisations syndicales ?» À Force ouvrière, 494 000 adhérents, je vais continuer de dire 500 000 si ça ne vous dérange pas, c'est plus que la totalité des partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Rien que nous, mes camarades. Sur cette réforme des retraites, tout ce que nous avons dit et expliqué, c'est la réalité. 50% de ceux qui liquident leur retraite aujourd'hui ne sont plus en emploi. Maladie, invalidité, assurance chômage, et 18% d'entre eux sont au RSA, mes camarades. Ils ont perdu leur emploi tôt, et contrairement à ce que dit le croupier en chef Bruno Le Maire, quand on perd son emploi à plus de 50 ans, il ne suffit pas de traverser la rue. On a le plus bas taux d'emploi des 55-64 ans, norme OCDE, de toute l'OCDE, mes camarades. La réforme d'avant, 62, c'est déjà trop. Nous allons continuer sur cette réforme injuste, injustifiable et non équilibrée financièrement. L'ancien président du Conseil d'orientation des retraites, qui a été débarqué, aujourd'hui il n'a plus son devoir de réserve. Donc il explique qu'on va creuser du déficit jusqu'en 2030. Et qu'à la fin, peut-être qu'en 2030, notre système sera équilibré. Nous, on a la solution. Conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Allègement total de cotisation du SMIC jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Allègement total de cotisation. Et l'État doit rembourser, vous savez, la culture de la dette. Il doit compenser dans nos caisses, ce qu'il ne fait pas. 203 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises sans aucune conditionnalité. La première conditionnalité, l'emploi, les conditions de travail et le salaire, mes camarades. Il y en a 3. Mais la première, c'est l'emploi, et notamment l'emploi des seniors. Ou alors, reprenons la revendication force ouvrière, l'ARP, le départ d'un ancien pour l'embauche d'un jeune. Jusqu'au 31 décembre 1999, l'ARP existait et on avait le départ d'un ancien avec des aides publiques et l'embauche d'un jeune. Et le taux de chômage, il était en dessous de celui que nous avons aujourd'hui. Donc sur la réforme des retraites, on ne lâche rien et on ne lâchera rien, mes camarades. Continuons ce sujet. Philippe l'a dit, et vous l'avez dit dans vos interventions, l'année dernière, à la même époque, on était en campagne électorale pour les élections dans la fonction publique. Vous avez donné les résultats. Au niveau national, nous sommes premiers dans la fonction publique d'État. Deuxième dans l'hospitalière en décrochant un peu plus la CFDT. Troisième dans la territoriale. Eh bien, pour la première fois, mes camarades, EFO devient deuxième sur les 3 versants de la fonction publique. À 4 points de la CGT, on va leur prendre la place. Eh bien, la campagne, après le congrès de Rouen,
Nous l'avons décidé interprofessionnel pour donner la main partout. Alors on a aidé à construire les listes, on a fait des meetings, on a été chercher des voix. Mais c'est sur le terrain qu'elle se passe, la campagne. Et la campagne électorale, elle redébute le lendemain du résultat de l'élection. Eh bien, dans le privé, le 4 juillet de cette année, nous avons décidé que la campagne pour les élections CSE, elle devait se faire au plus près du terrain, interprofessionnel, dans les unions départementales, mes camarades. 57 000 élections du 10 septembre au 31 décembre. Et il y en aura encore 33 000 l'année prochaine. Négociation des protocoles préélectoraux, construction de listes, nouvelles implantations, les camarades d'IEG, 2 organisations syndicales progressent dans les industries électriques et gazières, la CFE-CGC et Force ouvrière, mes camarades. EDF, GDF, c'est plus le bastion de la CGT, ils ne sont plus premiers. Les copains ont fait le boulot. Et les équipes se sont renouvelées. Hier soir, nous avions les résultats de Pôle emploi. Plus 1,5%. Nous redevenons la 2e organisation syndicale à 0,2 du premier, mes camarades. On a parfois des déceptions. Alors vous, chez Orange, sur la grande région, ça se passe plutôt pas mal. Mais au niveau national, 9,88%. Il nous manque 55 voix. 202 adhérents de chez Orange, Force ouvrière, ont oublié de voter. Comme quoi l'élection, c'est jusqu'au bout, jusqu'à la fermeture du scrutin. Je te regarde, Clément. Parce que les camarades, ce jour-là, ou cette semaine-là, pas pu se connecter, un peu compliqué électroniquement, ou je ne sais quoi d'autre, ou ils avaient piscine, ou un souci perso. Mais les élections, c'est jusqu'au bout, mes camarades. Donc pour 55 voix, on va aller en justice. On va essayer de récupérer notre représentativité, récupérer des moyens. Parce que la représentativité, c'est ce que l'on pèse. Pas pour être plus beau, vous avez déjà Philippe. Comment? Il y a 2 adhérents là qui sont pas terribles, cher secrétaire général. C'est peut-être pas le plus beau, mais c'est le plus compétent. Ah! Pour peser plus sur la ligne de Force ouvrière, mes camarades. Cette ligne que nous défendons, la pratique contractuelle et conventionnelle. La politique syndicale et rien que de la politique syndicale. La pratique contractuelle et conventionnelle, redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective. Eh bien, on a fait reculer le gouvernement sur une partie de sa réforme des retraites, avec l'accord national interprofessionnel sur l'AGIRC et l'ARCO. La seule chose dont il rêvait, le croupier en chef, c'était de piquer nos réserves, mettre fin au paritarisme. Les réserves de l'AGIRC et de l'ARCO, elles sont juste constituées de cotisations salariales et patronales. Eh bien, s'ils avaient mis la main dans la caisse, c'était un hold-up, mes camarades.
Eh bien, jusqu'à hier, 16 heures, débat, discussion, est-ce qu'on dépose un amendement pour passer ça en 49.3 ? Eh bien, nous avons gagné, mes camarades. Ça, c'est une vraie victoire syndicale. La même chose sur l'assurance chômage. Assurance chômage, jusqu'au dernier moment, comment est-ce qu'on arrive à obtenir des droits supplémentaires pour les demandeurs d'emploi, revenir sur toutes les lois qui disent que être au chômage ou au RSA, c'est un choix, mes camarades. Mais ça, c'est faux. Donc, sur l'assurance chômage, et encore hier, Bruno Le Maire, disons, nous ne devons pas endosser l'accord. Non, il voulait prendre 2,7 milliards dedans et nous lui avons dit non. Sur l'assurance chômage, et c'est des racines qui nous tiennent bien aux pieds, celui qui propose l'assurance chômage en 1958 à l'exécutif, il s'appelle André Bergeron. Il y a une seule salle qui est nommée à l'UNEDIC, la salle André Bergeron, mes camarades. Eh bien, sur l'assurance chômage, on a tenu. Or, certains disent, d'autres organisations syndicales n'y ont pas été. Bon, pour la CGT, c'est pas un étonnement. Depuis 1958, ils n'ont signé aucune convention d'assurance chômage. Pour eux, ça doit être l'État, la nationalisation. Moi, ça s'appelle l'URSS, ça n'a pas marché non plus. Hein. Eh bien, sur l'assurance chômage, nous avons gagné, mes camarades. Et c'est encore une troisième victoire syndicale pour cette année. La pratique contractuelle et conventionnelle. Alors, bien évidemment, et c'est encore écrit au fronton de la Confédération, notre priorité à tous, c'est augmenter les salaires. Les salaires, les pensions, les minima sociaux. Notre revendication de la remise en place de l'échelle mobile des salaires, arrêtée en 1983, le tournant de la rigueur, c'est l'indexation de tous les salaires sur l'inflation, mes camarades. Notamment pour tous les camarades du public. Parce que non, ils n'ont pas eu 3,5. Non, ils n'ont pas eu une revalorisation à la hauteur de l'inflation. Oui, on essaye de faire tomber le statut et de leur verser des primes qui, au bout du bout, ne compteront pas pour le calcul de la retraite, mes camarades. Pour gagner sur l'inflation et maintenir le pouvoir d'achat, la revendication, c'est la remise en place de l'échelle mobile des salaires, pas autre chose. Augmenter les salaires, c'est maintenant. Les pensions et les minima sociaux, mes camarades. Et sur l'échelle mobile des salaires, la contrepartie qui avait été donnée aux salariés du privé, négociation annuelle obligatoire. Alors parfois on s'en tire un peu mieux dans le privé, parce qu'on arrive à négocier. Mais pour les camarades du public, quel que soit le versant, Elisabeth Borne, elle ne fait pas charité bien ordonnée, commence par soi-même. Et je lui ai dit à la conférence sociale, je m'étonnais que le premier employeur de France, qui est le public, l'État, ne soit pas présent. Ne soit pas présent pour parler des salaires inférieurs au SMIC, des grilles. En fait, personne n'est rémunéré en dessous du SMIC. Et c'est tant mieux. Pour autant, si on prend la santé privée, 52 coefficients, 40 en dessous du SMIC. Et pour des coefficients avec des qualifications et des diplômes.
Eh bien, sur conditionnalité des aides publiques aux entreprises, mes camarades, ben là, voilà un beau point d'entrée. Alors, elle nous l'a donné un peu, en expliquant que toutes les branches qui auraient des coefficients inférieurs au SMIC, les allègements de cotisation pour les entreprises dans ces branches seraient à la hauteur du premier coefficient de la branche. C'est un bon début. Mais il faut aussi qu'il revoie le crédit impôt recherche et développement. 7 milliards d'euros par an. 2 entreprises, elles toutes seules en prennent la moitié. 1,8 milliard chez Sanofi. Il manque qu'ils trouvent un vaccin. Mais ils ont délocalisé leur recherche aux États-Unis et leur développement en Inde, mes camarades. Ils ont gardé une boîte aux lettres à Massy pour continuer à toucher les 1,8 milliard. 17 milliards de bénéfices, 8 milliards de dividendes versés aux actionnaires. Notre 1,8 milliard de fonds publics, il est là-dedans, mes camarades. Ils doivent les rendre. Total. On est tous contents d'avoir des entreprises qui marchent. Parce que quand il n'y a plus de boîte, il n'y a plus de boulot. 2,4 milliards de recherche et développement. 27 milliards de bénéfices. 12 milliards de dividendes versés aux actionnaires, mes camarades. Ils n'ont pas besoin d'argent public. Donc pour tout ça, il faut que nous nous développions de plus en plus, pour peser plus, pour gagner plus, pour la justice sociale. Vive Force ouvrière, mes camarades!